Bonjour, alors je suis en train de marcher et j'étais en train de me dire que des anecdotes à raconter, j'en ai plein. Du coup je m'excuse un peu pour les bruits de pas, peut-être déjà, peut-être les quelques essoufflements et les reniflements. Du coup, je me dis je vais en raconter une petite là, puisque du coup j'en ai plein. Je suis partie à 18 ans de chez moi. J'ai vécu 10 ans en Afrique. J'ai construit un campement touristique avec mon ex-compagnon. Voilà, mon ex-compagnon d'origine italienne, mais français, que j'ai rencontré en France. Bref, toute ma vie pourrait constituer plein d'anecdotes. Donc je vais essayer de rester focus sur celle-ci. Et je pourrais en raconter d'autres par la suite. Donc celle-ci, elle va s'intituler « Perdu dans le désert ». Donc pour contextualiser un petit peu, donc on avait ce campement touristique qu'on construisait. Et on descendait en voiture de France. Parce qu'en fait, on revenait l'été en France, on travaillait pour retourner investir là-bas. On avait un chien. Du coup, moi, je voulais plus faire voyager mon chien en avion, dans la soute. Donc, je me suis dit, tiens, ça doit être possible de le faire en voiture, ce trajet. Donc, on s'est mis à faire les trajets en voiture. Donc, on l'a fait 7 fois, aller-retour. Voilà, ce qui nous permettait aussi d'avoir une voiture là-bas. À l'époque, on pouvait procéder au dédouanement. Aujourd'hui, ce serait peut-être un peu plus compliqué. Je vous parle de ça, et du coup, ça fait combien de temps Aujourd'hui, j'ai 46 ans, peut-être pas encore, 45, 46, j'ai toujours un problème avec les âges. Et du coup, voilà quoi. Alors, première année, on se trouve une ambulance 505, parce que il faut dire que la 505, ils la connaissent bien en Afrique, ils savent très bien la réparer. C'est des voitures très solides. Donc, on a trouvé cette ambulance 505 qui était vraiment au top du top. Je l'avais aménagée. Voilà, petit lit à l'arrière, on avait pas mal de vivres, etc. Voilà, et puis on the wall again, c'est parti. De Lyon, du coup, jusqu'à Mako, quoi. Mako, c'est vers Kédougou, c'est au Sénégal oriental. Voilà où on avait notre campement touristique. Du coup, vous pourrez trouver la page, on va dire, qui est toujours en ligne d'ailleurs de ce campement. Bon, il a été racheté très très peu cher par rapport à tout ce qu'on a investi, mais bon, le garder, c'était compliqué. Donc voilà, la page c'est le Baobab, campement le Baobab, Mako. Voilà, il y en a toujours une petite trace quelque part dans la toile du web. Du coup, alors, on revient à cette histoire de... du coup là je suis aussi en train de faire une randonnée, donc je m'arrête 2 petites secondes parce que je suis à un point où il y a 2 routes qui se séparent et il faut que je sache où je vais. En 2 petites secondes, je regarde. Alors, ok. Je
marcher un peu, voir si avec le GPS ça doit être peut-être par ici. Attendez-moi juste 3 petites secondes. Ouais, c'est par là. Ok. Alors, je reviens à mon histoire. On va essayer de faire un truc pas trop long non plus. Bon, alors on descend. Bon, je vais pas non plus tout raconter le voyage. On est, en fait, à l'époque, il y avait des convois militaires quand on arrivait au sud du Maroc, qui nous convoyaient donc jusqu'à la frontière Mauritanie-Maroc. Donc, il y avait un territoire qui s'appelait No Man's Land. C'était miné à l'époque. On pouvait subir des attaques. Des attaques aussi de groupes armés. Du coup, voilà, il y avait cette sorte de protection. On était convoyés. Voilà. Et après, en fait, il y avait deux... Alors, Nouakchott à Nouadhibou ou Nouadhibou à Nouakchott. J'arrive plus à me repérer dans l'espace, savoir si c'est Nouadhibou à Nouakchott ou Nouakchott à Nouadhibou dans le sens de Dakar, Sénégal. Mais il y avait la partie du désert qu'on devait se taper, donc qui se faisait en 2-3 jours. Voilà, donc on devait y aller à plusieurs voitures. Au départ, c'est comme ça qu'on procédait. On arrive, voilà, après sur les trajets retour, on arrivait à trouver un super guide et puis on le faisait tout seul en voiture, comme ça on était un peu plus libre. Voilà, donc là on se trouve 3-4 voitures, je crois, 4-5, pour aussi diviser le prix du guide, parce que du coup c'était un petit peu cher, je crois que je sais pas si c'est pas 200 francs par voiture, du coup ça faisait 1000 francs en tout, bon bref. Donc bon, c'est quand même des pays, on va dire entre parenthèses, on va dire qu'on n'a pas les meilleures options économiques. Donc voilà, peut-être que tout le monde s'instituait un petit peu guide. Donc on va dire, ok, il est amené peut-être à destination, mais comment, dans quel état, bon, ça on ne sait pas. Il y a vraiment des guides expérimentés. On en a trouvé un par la suite qui s'appelait Charles Bouya, lui qui était un berger nomade au départ dans le désert. Et du coup, c'était un guide qui était vraiment top. Du coup, après, on l'attendait même pendant 1 semaine pour traverser, parce qu'on a eu tellement de péripéties dans ce désert. Bon, bref, et donc du coup, première année, on est avec ce guide. Voilà, on y va. C'est parti. Donc, il monte dans une voiture. Donc, en fait, toutes les voitures se suivent. Voilà. Et puis, voilà, ça se passe bien à peu près au départ. Bon, il roule quand même un petit peu vite. Ce qu'il faut dire, c'est que dans le désert, il y a du coup des grandes dunes de sable où on peut s'embourber. C'est un peu ça le délire. Donc bon, faut toujours essayer de faire gaffe, gonfler, dégonfler les pneus, savoir les passages, et puis se sortir de ces ensablements. Et puis il y a la tôle ondulée aussi. La tôle ondulée, ce qu'on nomme la tôle ondulée, c'est-à-dire c'est de la terre très compacte et en forme de tôle ondulée. Donc tu passes dessus, mais ta voiture, elle morfle. Donc tu passes trop vite, ça te déglingue tout. Et nous, notre voiture, on voulait en prendre soin. Elle devait nous durer quand même après. Donc voilà. Donc il se trouve que le troisième jour, du coup, il se met à rouler très très vite, le gars et tout. Et puis, du coup, il nous perd, quoi. Le guide nous perd, qui était dans une autre voiture. Donc, avec mon copain, on se dit, waouh, mince, comment on va faire pour retrouver notre chemin ? On n'avait pas du tout de GPS à l'époque, les portables n'existaient pas. Voilà, quoi. Du coup, on s'est dit, là, à droite, c'est la mer. On se repérait un peu géographiquement dans notre tête, voilà, peut-être une sorte de sens de l'orientation. On s'est dit, on va aller, mince, j'ai perdu la moitié de mon bâton. On va aller, mon bâton de marche, je précise.
Et du coup, on va aller du coup de plus en plus vers la mer, quoi, pour essayer déjà de pas se perdre dans l'immensité du désert. Essayer de retrouver une sorte de point de repère, d'ancrage à suivre. Donc du coup, on commence à aller dans cette direction, vers la mer. Et puis en fait, il y a de plus en plus de sable. Et puis d'un coup, ce qui finit par arriver, c'est que on s'ensable. Donc on s'ensable bien fortement. Et puis là, comme on n'est que deux, du coup, même avec la force du monde, toute la force du monde, des planches, les bons accessoires, on va dire, pour essayer de se sortir de là, c'était vraiment pas évident. Donc du coup, on n'y arrivait pas. Donc là, un petit peu mouvement de panique, mince, putain, on va crever dans le désert, fait chier. Alors mon mec panique, peut-être aussi, moi aussi, peut-être lui un petit peu plus que moi, mais je me dis, t'inquiète, on a quand même un peu des vivres. Pour l'eau, on était toujours quand même bien prévoyants, mais moi je me disais, de toute façon, il y a de l'eau aussi dans les sortes de boîtes de conserve, on arrivera à boire ça et tout, voilà, le temps que quelqu'un nous retrouve, j'en sais rien. Bon bref, et puis là je me dis, écoute, la solution là, ce qu'il y a à faire, c'est continuer cette route et puis marcher jusqu'à essayer de trouver quelqu'un, un village, n'importe quoi, c'est la seule solution. Donc mon ex, il reste à la voiture, voilà, et puis moi je me mets à marcher dans ce désert. Bon, faut dire que j'étais pas très fraîche, j'étais un peu il y avait la chaleur déjà, et puis je crois que je sais pas si c'était la chaleur ou quoi, donc ça me faisait un peu vomir et tout, mais je me suis dit allez, continue, tu vas trouver quelque chose. Donc je sais pas combien de temps je marche, combien de kilomètres, pas non plus tant que ça, j'ai dû marcher peut-être 1 heure. Donc voilà. Bonjour. Et puis voilà, et je tombe sur un village de pêcheurs. Donc super, waouh, yahoo, village de pêcheurs, nickel. Et donc du coup je suis contente et je leur dis écoutez, on est coincés là-bas, s'il y en a quelques-uns qui peuvent venir nous aider à nous décoincer et puis quelqu'un de nous amener aussi à Nouakchott, on lui payera donc le billet de retour pour retourner à son village et puis on lui donnera quelque chose quoi pour tout ça quoi. Donc du coup il y en a quelques-uns qui viennent et tout, après il a fallu négocier pour que le gars vienne avec nous. Super, du coup on s'en est bien sorti sur ce coup-là. Voilà. Donc on arrive, je sais plus, je vous dis dans quel sens, si c'est à Nouadhibou, à Nouakchott, je ne sais plus. Mais on arrive soit à Nouadhibou, soit à Nouakchott dans le sens de la descente. Donc, et ça y est, je viens de retrouver la moitié de mon bâton. Donc là, on est bon. Et du coup, alors, après... on arrive, soit Nouadhibou, soit Nouakchott. Et donc on va dans une auberge, l'auberge du désert, je crois qu'elle s'appelait à l'époque. Et là, du coup, dans cette auberge, on commence à s'installer, tranquille et tout. Je crois qu'on est parti à l'ambassade de France parce que moi j'étais super vénère en me disant attends, le guide il nous a quand même abandonnés dans le désert et tout, il roulait trop vite, ça c'est pas normal, il aurait pas dû rouler trop vite. Voilà quoi, bref, j'étais vraiment pas contente. Je crois qu'on est parti voir l'ambassade. L'ambassade, on peut rien faire quoi, un peu un délire dans ce sens-là. Et donc du coup dans cette auberge là du désert, on tombe sur un couple de Chinois avec des enfants et tout. Et d'un coup, en fait, il y a la femme qui vient vers moi et elle me sort un papier de son dos. Je me suis dit, oh putain, j'ai cru qu'elle allait me sortir un couteau. Ça m'a fait peur. Et donc, du coup, en fait, elle me sort une lettre en m'expliquant. Donc, en fait, en m'expliquant leur histoire. Et
du coup, alors en m'expliquant leur histoire, euh, donc en fait, eux c'était un couple, donc ce Chinois qui travaillait pour une compagnie, une grosse compagnie, dans les bateaux. Alors je sais plus c'était quoi au niveau de la marchandise ou quoi. Et puis je sais pas, il y a eu dû avoir des malversations ou quoi. Et en fait lui il était accusé. Mais en fait c'était pas lui apparemment selon ses dires. Moi je connais pas, hein, mais bon c'est tout à fait possible. Il était accusé, il était pris dans une histoire par les Mauritaniens. Mais du coup il était aussi wanted dans son pays en Chine. Donc du coup, en fait, il était dans une histoire mais improbable. Donc en fait, ils étaient en fait comme cachés, quoi. Parce que cette petite auberge, on va dire, c'était vraiment un truc. T'avais 3 pèlerins qui se couraient après. C'était pas le truc touristique, quoi. À l'époque, la Mauritanie était assez dangereuse. On pouvait traverser, les voitures se faisaient renverser, des Espagnols et tout. C'était un peu chaud, quoi. Et du coup, et ben voilà, il était pris dans une histoire dingue et en fait il comptait sur nous pour qu'on diffuse en fait son histoire, pour qu'on puisse en parler, quoi. Du coup, donc je sais pas, moi j'arrive pas trop à comprendre les tenants, les aboutissants. Bref, une histoire un peu compliquée. À l'époque j'étais jeune. C'est vrai que ça aurait été aujourd'hui, peut-être que j'ai pas fait appel. Vous voyez, là, en le racontant, j'ai un peu honte, puisque à l'époque, j'ai pas fait appel à un journaliste pour essayer qu'il puisse traiter cette histoire, pour voir ce qu'il en était, quoi. Donc, je sais pas, je les entendais dans leur chambre, ils étaient à fond un peu dans la religion, je sais pas. Non, mais c'était des gens qui avaient peur, en tout cas. Et c'est vrai que je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai pas su finalement les aider. Ils se sont peut-être adressés à la mauvaise personne. Donc bon, j'ai essayé d'écouter son truc. Je crois que j'avais essayé de lui sortir des solutions. Puis je me rappelle plus de tout. Très bien, ça fait 20 ans quand même. Plus de 20 ans même. Donc voilà. Donc du coup, moi, son histoire finalement, elle en vient à me faire flipper un peu sur les Mauritaniens. Je me suis dit, waouh, ils sont capables de faire des choses comme ça et tout. J'avais peur en fait que le guide nous retrouve. Parce que sachant que moi c'était négatif, j'allais pas le payer. C'est clair, net et précis. Et en fait, je sais pas, l'histoire m'a fait peur et je me suis dit putain, ils vont nous retrouver. Et moi j'ai un peu des traits un peu paranoïaques des fois. Et je me suis dit, ils vont nous retrouver. Bon, ce qui peut arriver aussi en pays étranger. Et ils vont nous retrouver du coup. Et puis je sais pas, ils vont nous zigouiller parce qu'on les a pas payés et tout. Donc je me suis dit, c'est écoute, puisqu'on avait le numéro de téléphone quand même du guide, je lui ai dit écoute, tu l'appelles, tu lui donnes ses thunes, tu lui dis que s'il a vraiment fait de la merde, et puis basta la houle, comme ça on repart, on est net, quoi. Voilà. Et puis du coup, voilà, c'est ce qui s'est passé, on l'a rappelé et tout. Et puis le lendemain, quand on essaye de quitter la ville, le lendemain ou peut-être le surlendemain, je ne sais plus, on se fait arrêter par les flics, les autorités. C'est-à-dire que le guide avait passé notre description en disant que on était des bandits, que voilà, on l'avait pas payé, machin et tout. Donc moi, j'hallucine. Je me dis, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Le gars nous perd dans le désert. Et en plus, presque la police comme une mafia... va nous mettre la faute dessus. Donc là j'ai dit non, j'étais pas du tout d'accord avec le truc. Donc du coup j'ai expliqué la situation. J'ai dit en plus on l'a payé alors que vraiment il méritait pas, il nous a quand même perdu dans le désert. Voilà. Donc en fait cette histoire, on a bien vu que même s'il y avait des ambassades machin et tout, que en fait finalement il n'y avait pas tellement de prise, quoi. Il n'y avait rien à faire, quoi. C'est pas, t'es en France, et même en France on pense toujours avoir des certaines sécurités pour ci ou pour ça, mais non, c'est un peu du tricotage et de la débrouillardise. Donc voilà, cette petite histoire va s'arrêter ici, et puis
Je pourrais en raconter d'autres, comme la fois où on a passé une rivière en clandestin d'une frontière à une autre. Mais aujourd'hui, celle-ci, elle s'arrête là.